quatrième rencontre du Club Énergie de Business Mauritius. Très heureux de vous accueillir après un long moment en format club, puisque la dernière fois, nous étions, je crois, le 2 décembre 2019, avant que quelques cataclysmes nous attaquent à l'île Maurice particulièrement, à la fois crise sanitaire, crise écologique et quelques difficultés économiques aussi. Donc, il nous paraissait important de se rassembler aujourd'hui pour pouvoir faire un peu un état des lieux de tout ce qui se passe sur la filière de transition énergétique. Et donc, on a avec nous quelques représentants de ces filières et j'aurai l'occasion de les présenter. Ils auront l'occasion d'intervenir juste après, durant cette session. On a travaillé ensemble pendant presque une dizaine de jours là, pour vous apporter un maximum de substance, consistance, et aussi d'échanger avec vous, de pouvoir faire un exercice un peu particulier, parce qu'on avait également sollicité, dans le cadre de ce club, la présence du nouveau ministre de l'Énergie. Donc il nous a répondu qu'il viendrait ultérieurement dans un temps proche. Donc on pourrait organiser à nouveau un type de format de ce club avec le ministre qui pourrait à ce moment-là échanger avec nous sur ces différentes filières. Et donc on a transformé légèrement du coup ce format pour dire aujourd'hui les différents enjeux et perspectives qu'on aurait à l'île Maurice par filière. On a aussi la présence en visio de Cyril Carabaud, secrétaire général du syndicat des énergies renouvelables en France. Et donc il interviendra aussi avec nous dans une perspective de partage d'expérience, on va dire regard croisé sur la transition énergétique. Et ce que je vous propose, avant de laisser un temps de parole à Cyril Carabaud concernant la situation, on va dire, mondiale du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables, de vous passer très rapidement un petit clip, qui est un clip de l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait ce clip pendant la crise Covid et qui nous a juste permis de resituer aujourd'hui, dans le contexte actuel, le secteur de l'énergie. Je demanderai donc à Cyril Carabaud, s'il est bien en connexion avec nous, déjà de bien me rassurer qu'il est bien connecté, et ensuite de nous faire une petite présentation, intervention sur l'état énergie renouvelable dans le monde. Cyril était ici même dans cette salle à Business Mauritius en octobre 2017 avec une mission du syndicat français des énergies renouvelables à Maurice. Puis, on avait co-organisé avec les services de l'ambassade de France à Maurice, Ville Durable, en juin 2019, et Cyril est également là. Et donc aujourd'hui, il a accepté d'intervenir avec nous. Et donc, très brièvement, c'est un peu le concept, Cyril, et je suis désolé de réinsister, mais donc nous parler de l'état énergie renouvelable dans le monde. Merci, Cyril, c'est à toi. Bonjour, Michael. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout est OK côté technique? Moi, j'ai pas le retour, j'ai juste la visio de la scène. Donc, je ferai un petit peu en fonction des slides qui vont être projetés. OK. Eh ben, je te guiderai également. Je vais être assez bref. Ouais. Je suis désolé, il y a un léger écho, d'où ma gêne. Je vais être assez bref sur ce point de vue pour replacer un petit peu le contexte du développement des renouvelables dans le monde et de l'intérêt. Il
dire continuelle de déployer ce type d'énergie. Si vous voulez passer sur la slide après, je suis preneur. C'est la première slide, donc, avec voilà. les énergies dans le monde. Ouais. Alors, elle est tronquée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les afficher de mon côté, parce que là, la vidéo est tronquée. Donc, je vais faire en fonction de ma présentation. Voilà. Donc ce premier état des lieux sur la matrice énergétique dans le monde, même si on parle de développement croissant des énergies renouvelables, et on va le voir dans les slides qui vont suivre, il n'en reste pas moins qu'on a, et je pense que ça peut être aussi retranscrit localement au niveau de Maurice, on a une matrice énergétique mondiale globalement encore très fossile, très carbonée, avec certes une croissance du renouvelable aussi bien sur toute énergie confondue que sur la production d'électricité. Mais le chemin, en tout cas, est encore long, et c'est notamment le résultat des études AIE et IRENA. Le chemin est encore long vers un monde entièrement renouvelable. L'actualité, on le verra, nous aide, le contexte, les coûts, les engagements climatiques, mais dans les faits, vous avez les chiffres qui sont assez parlants, et c'est des chiffres récents, hein, c'est issu du rapport annuel de REN 21 de cette année. On reste quand même ultra dépendant de ces ressources fossiles. Slide suivant. La croissance de ces renouvelables est notamment poussée par des réductions drastiques de coûts. On ne va pas se le cacher, l'appétence des différents gouvernements vers le renouvelable ne tient pas forcément uniquement à un engagement climatique ou à une volonté de participer aux efforts internationaux de réduction de gaz à effet de serre, mais bien à une volonté d'indépendance énergétique. On l'a vu dans les récents conflits Russie-Ukraine sur le gaz, les tensions qu'il y a eu au moment de la révolution égyptienne et des coupures importantes de fourniture de gaz à la Jordanie. Il y a une nécessité d'être indépendant au niveau de cet axe stratégique qu'est la production d'électricité et l'énergie. Mais également une volonté de gréver un peu moins le budget de l'État quand on est basé sur des ressources importées, et donc de compétitivité des différentes filières. Vous avez ce graphique qui est issu d'un rapport de l'IRENA avec cette baisse des coûts dans la plupart des filières. Baisse des coûts plus ou moins importante en fonction des filières, du déploiement de celles-ci et donc des rendements d'échelle. Mais on a bien cette décroissance structurelle maintenant depuis quelques années qui rendent les énergies renouvelables de plus en plus compétitives. Également, quand vous les adossez avec du stockage, puisque on constate en comparant les courbes que la baisse des coûts sur le stockage suit la courbe du PV d'il y a une dizaine d'années, par exemple. L'un entraînant l'autre ou l'autre entraînant l'un, des flux d'investissement avec, vous voyez, en dents de scie, mais qui suivent un trend assez important. On est au-dessus des 250 milliards d'euros, de dollars, pardon, depuis 5-6 ans, et avec des investissements qui, notamment si on prend le chiffre de l'année dernière, dépassent les nouveaux investissements dans des sources non renouvelables cumulées
On prend l'exemple du solaire photovoltaïque, par exemple. Les investissements qui ont été constatés en 2018 surpassent l'intégralité, donc uniquement solaire, l'intégralité des investissements cumulés dans les autres sources non renouvelables. Quel est l'autre driver important, mais intimement lié? Slide suivante. La plupart des programmes, des décisions d'investissement, des évolutions du cadre réglementaire et tarifaire sont issus de volontés politiques, des incentives du cadre réglementaire, sans aller chercher sur forcément des politiques de soutien, puisque dans certains pays, on a déjà cette compétitivité, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les deniers publics pour pouvoir soutenir ces filières. On a quand même besoin d'ajustements au niveau du cadre réglementaire, des appels d'offres réguliers, du dérisking pour les projets afin d'attirer les investisseurs privés. Donc, il y a besoin derrière que le gouvernement soit conscient de l'intérêt de développer du renouvelable et d'effectuer une transition énergétique d'une matrice fossile ou autre, en tout cas d'une matrice non durable, vers les secteurs des renouvelables. Je vais juste, avant de m'arrêter pour ne pas manger le micro, faire un focus sur quelques filières. Sur le solaire PV, c'est la slide d'après. Ces slides sont disponibles, moi je les ai envoyés à Michael, donc il pourra vous les transmettre par la suite. Sur le solaire PV notamment, vous avez cette croissance exponentielle avec rien que l'année dernière 115 gigawatts additionnels qui ont été installés dans le monde et qui engendre cette baisse des coûts dont j'ai parlé et qui auto-alimente, puisque qui dit baisse des coûts et records mondiaux affichés pratiquement tous les 3-4 mois, vous avez un intérêt pour les gouvernements de développer ce type d'énergie en substitution d'énergie fossile. Alors Cyril, slide suivant. Si tu m'entends, oui, je suppose que oui. On avait volontairement coupé ces slides. Je suis désolé. Je vous ai donné un donc exemple. Tu les vois pas, enfin nous on les voit pas forcément à l'écran, mais c'était juste dans le but de pouvoir repasser sur les Alors, filières. En revanche, Michael, je ne t'entends plus. Ah. Bah, écoute, nous on avance un tout petit peu parce que c'était vraiment la question sur laquelle je voulais que tu nous apportes des informations, mais c'était sur la partie dans le monde, qu'est-ce qu'on peut avoir comme vision sur les énergies renouvelables. Donc, merci beaucoup pour cette première partie de la réponse. On revient juste après avec toi en visio. Ce qu'on avait voulu aussi vous démontrer, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, c'est autant il y a toute cette trajectoire et cette conjoncture qu'il y a au niveau mondial, rappelée par Cyril aujourd'hui. Rappeler aussi l'enjeu du coût qui est bien à la baisse sur les différentes filières, et l'enjeu de la politique nationale avec interaction avec les autorités publiques. Et à partir de là, c'est de se dire, nous, en tant qu'entrepreneurs de la transition énergétique, comment on se positionne, surtout à Business Mauritius, comment on interagit avec les autorités publiques. Et on a décidé, il y a presque un an maintenant, de convertir l'ensemble de nos engagements dans un pacte environnemental et social qu'on a baptisé en créole, ici même, on l'avait un peu décidé ensemble avec un réseau de Sustainability Managers qui était avec nous dans cette salle octobre l'année dernière, décembre l'année dernière. Et donc, on avait vraiment voulu positionner un pacte sur la scène mauricienne, d'une part parce que les entreprises sont déjà engagées, ils font déjà du reporting sur la scène internationale et c'est visible que vous soyez, je dis n'importe quoi, Global Compact, GRI et je ne sais quel autre référentiel dans lequel vous pourriez faire du reporting environnemental. Mais là, on voulait vraiment avoir quelque chose sur le plan local et donc on a lancé cette dynamique, si on peut avoir les slides à l'écran, donc avec ce que vous avez aussi sur les banners, je crois que c'est juste derrière Prakash et Lorena, donc Signature, avec une dimension de transition énergétique. Il y a 5 piliers dans Signature.
Je pense que vous comprenez un peu le sens pour nous de vouloir positionner ça en créole et ensuite de pouvoir dire d'être à l'écoute des signes de la nature et d'avoir votre signature en bas de la page pour démontrer un engagement. Il y a 2 jours, on a fait un événement sur la dimension inclusive de signature. Si vous voulez retrouver cela, ça sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de Business Mauritius. Aujourd'hui, on est vraiment sur la dimension énergie, transition énergétique. Et donc, si on peut avoir très rapidement le site web à l'écran qui vous démontre comment accéder à ces informations et comment accéder aux guidelines. Donc, c'est un site web qu'on a mis en place il y a à peu près 1 mois, qui est déjà public, avec l'ensemble des informations et des guidelines. L'idée étant de pouvoir se dire, dans la transition énergétique, sur quoi on s'engage. Donc, il y a cette phrase que si ça vous intéresse en tant qu'entrepreneur de reprendre et de signer, c'est « We commit to shift to low carbon economy ». On s'engage à atteindre cet objectif d'économie bas carbone, à mettre en place donc, une société plus résiliente et plus inclusive. Et donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ça arrivera, mais je continue, mais si vous faites www.signatia.mu, vous arriverez sur cette page web, donc justement, où un tout petit peu plus bas, vous retrouverez les 5 guidelines. Donc là, il y a 5 commitments. Et si vous allez dans Energy Transition, vous retrouverez sur quoi on veut, nous, s'engager un peu plus. Donc il y a un engagement sur le renouvelable, plus de renouvelables. Il y a un engagement sur la dimension de efficacité énergétique, on en parlera également. Il y a un autre engagement sur alors c'est tout en bas de cette slide, effectivement, sur la mobilité électrique, on en reparlera également. Un engagement sur le work from home, on s'est dit que c'était un peu la tendance du moment et que ça avait un impact sur aussi nos émissions CO2, et donc on l'a mis ici. Un engagement sur les bâtiments avec moins de consommation, bâtiments en énergie positive, bâtiments basse consommation, et un autre engagement un peu plus ambitieux sur la séquestration carbone. Donc là, vous avez sur la transition énergétique les 6 actions avec quelques indicateurs. Vous le retrouvez sur le site web, je le dis, je ne vais pas détailler ici, mais 6 actions sur lesquelles on veut avoir un engagement fort des entreprises pour ensuite, évidemment, avoir de la compilation de données et pouvoir interagir avec les autorités publiques sur ces actions-là. Donc, nous, on a cette plateforme qui est en ligne et que les entreprises intéressées peuvent effectivement s'adresser à nous. Vision globale, mais aussi une vision vraiment sur le local, avec les 6 actions, les indicateurs de suivi. Il y a des indicateurs un peu simples. On a prévu aussi de se dire que le but est de pouvoir associer tous les membres de Business Mauritius, de la PME à la corporate. Et donc, quand je parle de séquestration carbone, évidemment, je m'attends à avoir quelques entreprises qui se positionnent. Je ne m'attends pas à avoir tout le monde. Mais si on peut parler d'efficacité énergétique, évidemment, je pense que c'est une action extrêmement transversale pour l'ensemble des entreprises. Voilà pour cette présentation qui est très courte là-dessus, mais l'information est disponible, comme je vous dis, sur le site web signatia.mu. Et on attend d'interagir avec vous sur ces engagements. Et je termine juste par, avant de laisser la parole à mes camarades ici présents, sur l'objectif local, parce que Cyril nous a rappelé des éléments à l'international, mais l'objectif local qui a été acté en août l'année dernière par le ministère de l'Énergie, c'était le mois d'août, ils ont publié le Renewable Energy Roadmap 2030. Il y a tous les chiffres, si vous voulez, mais moi, il y en a un qui m'intéresse, c'est de pouvoir atteindre 40% de Renewable Energy en 2030. Et ils ont détaillé, comme vous voyez ici, les différentes filières qui pourraient aider à contribuer à ce roadmap. Une planification, on va dire, des pourcentages à atteindre en 2030, donc 40%. Ça a été repris dans le Finance Act de 2020, donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà d'un roadmap publié par le ministère, c'est bien dans notre programmation au sens légal, dans la loi. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est de pouvoir échanger avec différents panélistes qui sont ici présents pour faire un état des lieux sur enjeux et perspectives. En gros, je dirais, le ministre n'est pas avec nous, mais si vous avez un message à le passer, ça serait quoi? Et notamment si je commencerais par la filière biomasse avec Jean-Michel, qui est dominicaine. À toi. Oui. Et on a dit que c'était très court. Très court, voilà. Oui. Oui, bon, moi le message à passer, c'est que la filière canne à sucre s'effondre
avec elle la bagasse, qui est la première source d'énergie renouvelable à Maurice, et que nous avons le devoir de décarboner. Une des solutions, c'est la biomasse. Comment ? La biomasse permet donc de se substituer en partie aux énergies carbone telles que le charbon, telles que le fuel oil. Et par ailleurs, ces biomasses, exemple la paille de la canne à sucre par exemple, permet de donner une rémunération supplémentaire aux planteurs et de ce fait de soutenir la filière canne. La biomasse, elle offre plein d'autres intérêts. C'est le premier pourvoyeur d'emploi. À titre d'exemple, pour la paille, puisque j'avais développé la paille hétérogène, 10 gigawattheures, ça représente c'est 15 personnes, 15 employés pour fournir 10 gigawattheures. Donc il y a un potentiel de 100 gigawattheures, vous pouvez faire le chiffre. Et ça, là, je parle de la paille, mais c'est vrai pour toute autre forme de biomasse. Donc ça crée beaucoup d'emplois. Et c'est quand même l'humain est quand même le centre de l'importance. Juste pour remettre en perspective, on est à peu plus de 2800-2900 gigawattheures de consommation électrique à Maurice. Voilà, tout à fait. Bon, en dehors de cela, bien sûr, on parle de décarboner, donc c'est l'environnement. C'est l'environnement, avoir un air plus pur, et puis aussi sauvegarder les paysages. Sauvegarder les paysages pour nous, déjà, sauvegarder la canne, planter des arbres à énergie bois là où on a des espaces abandonnés, éviter justement qu'on se retrouve avec des lotissements un petit peu partout et qu'on morcelle le pays, et que le pays reste touristique pour l'après-Covid, n'est-ce pas ? Ça, c'est un autre avantage. On a vu aussi, on parle de Covid, on a vu que justement, le monsieur tout à l'heure parlait d'indépendance énergétique. Bon, c'est peut-être un rêve pour Maurice, mais enfin, plus on sera autonome, plus on développera les énergies pays, moins on sera dépendant d'importations coûteuses en devises et qui aussi peuvent être dangereuses. Pendant le Covid, on est passé à 2 doigts du hors-jeu. Il y a eu un lockdown en Afrique du Sud, on a failli manquer de charbon. Bon, on a eu très peur à Maurice d'avoir faim, parce qu'en fait, les supermarchés étaient fermés, etc. Mais on aurait pu aussi manquer d'énergie. Je pense que juste après la nourriture et l'eau, l'énergie, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, il faut pas négliger tout ça. Bon, en plus, la biomasse, c'est une énergie qui n'est pas alternative, qui est disponible en permanence. Donc, c'est important pour cela aussi. Voilà, j'aurais tellement de choses à dire, mais on a, comme disait Michael, peu de temps. Et je vais passer la parole à mon ami Grégory, qui on a monté un Biomass Framework, où on a développé justement tout un panel de solutions qui pourraient nous aider à développer ces énergies biomasse. Voilà. Exactement. Merci. On fait juste un échange entre Jean-Michel et Grégory. Jean-Michel avait vraiment voulu intervenir sur cette partie d'introduction. Il a mentionné ce Biomass Framework. On a un Biomass Working Group au niveau de Business Mauritius et qui a permis, donc, au-delà d'avoir Omniken, donc Grégory de Alteo, qui va aussi aller un tout petit peu plus loin dans la démarche de nous parler de cette filière biomasse. Oui, bonjour tout le monde. Alors, avec la baisse du tonnage de canne depuis quelques années déjà, tous les stakeholders de l'industrie se sont intéressés un peu à d'autres biomasses. Donc, comme Jean-Michel disait, lui, il a démarré le côté paille en 2015 à TerraGen. Alteo a suivi 2 ans après. Et puis, en même temps, il y a Beauvallon aussi qui s'est lancé dans la plantation d'eucalyptus sur les terres marginales où on ne peut plus faire de la canne. Et il y a d'autres études qui sont actuellement en cours sur des variétés de bambou et des variétés d'eucalyptus importées. Alors, et puis, il y a depuis 3 ou 4 ans, il y a un momentum qui se passe dans le côté biomasse. En 2017, dans le contexte d'atteindre 35% d'énergie renouvelable en 2025, il y a un partenariat qui est signé entre la MEPU, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à La Réunion, et l'AFD. Donc il y a 2 ateliers de travail qui sont tenus en novembre 2018 à l'île de La Réunion et puis en novembre 2019 ici à l'île Maurice. Et de là, il y a une première étude qui est faite par la MSIRI et la CIRAD, financée par l'AFD, pour étudier le potentiel de biomasse locale.
Et puis, en 2019, la MEPU, toujours soutenue par l'AFD. Je vais juste dire ministère ouais. de l'Énergie, service public, Oui, public MEPU, c'est le utilities, ministère de l'Énergie. pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc en 2019, il y a une deuxième étude qui est faite par Nodalis, qui a été nommée par la MEPU, toujours sur la bioélectricité, mais pour amener un peu plus d'outils que la première étude, notamment les rémunérations pour les divers biomasses. Donc cette étude est presque finalisée et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura quelque chose de concret. Et puis, il y a eu en juin 2019, dans le budget speech du gouvernement, il y a eu l'annonce du National Biomass Framework. Et quelques mois plus tard, la MEPU a lancé son Renewable Energy Roadmap, qui montre 35% d'énergie renouvelable en 2025 et 40% d'énergie renouvelable en 2030. Alors, toujours en 2019, le gouvernement demande à la World Bank de faire une étude sur l'industrie carnière. Et un gros volet de cette étude, c'est notamment la valorisation de la bagasse comme combustible vert. Donc, avec l'annonce du Biomass Framework dans le budget juin 2019, comme Jean-Michel l'a annoncé, on est un petit groupe du secteur privé comprenant des représentants d'IPP, de sucriers et quelques agronomes qui ont bossé un peu pendant quelques mois pour essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être développé comme biomasse à Maurice. Et au final, cette étude-là est assez proche du travail que Nodalis a fait. Bon, le travail de Nodalis l'étude n'est pas finalisée, mais on a eu des consultations et des discussions. Donc, si on montre un coup le slide qui montre un peu la comparaison entre le roadmap du MEPU, le groupe de travail que j'ai appelé groupe de travail Business Mauritius, et les consultations qu'on a pu avoir avec Nodalis. Donc, pour le côté biomasse, donc on voit en 2019, c'est la réalité, donc 314 gigawatts à la bagasse et 9 gigawatts environ à la paille. Donc, dans ce groupe biomasse, ce qu'on a discuté un peu, donc il y a le côté bagasse qui vient de la canne traditionnelle, on va dire, et ça, il y a une variété que j'appellerais canne mixte, qui est une canne qui apporte autant de sucre mais un peu plus de fibres. Donc, il y a un intérêt pour cette canne mixte, même s'il n'y a pas vraiment un grand choix de variétés de canne mixte aujourd'hui. Et il y a la Energy Cane, qui est une canne purement énergétique qui n'amène pas de sucre. Donc, on voit clairement sur ce tableau, il y a quand même une différence entre ce qu'espère la MEPU et ce que nous on voit par rapport à la bagasse. On a 464 gigawattheures d'un côté et 368 de l'autre. Donc c'est quand même 20% de moins, 100 gigawattheures de moins. Et ce que ça nous fait réaliser, on dit que le ministère aussi ne voit que une mise sur la bagasse et sur la paille de canne, mais on ne voit pas d'autres biomasses. Et c'est là que nous on vient dire, attention, on ne va pas arriver aux chiffres voulu avec la bagasse. Clairement, on est dans une pente descendante, même si avec la rémunération biomasse attendue pour la bagasse, on espère voir l'éthanol se stabiliser. Donc, il faut à tout prix développer d'autres filières comme l'eucalyptus, le bois, et dans les divers rapports, on voit pas mal de potentiel dans les forêts existantes. Ça, si on prend tout ça, là, on pourrait arriver au total de 508-510 gigawatts espérés. Ça représenterait quoi en pourcentage sur le mix électrique on serait à... Aujourd'hui, on est à 15-16% de... On est à 15-16%. Bonne question. On irait plus une tendance de 20%, si je fais bien, parce que là... Oui, ce serait environ... on prévoit, en grosso modo, je ne sais pas si vous retrouverez beaucoup plus de graphiques, et n'hésitez pas à nous le demander dans le rapport d'Observatoire de l'énergie Maurice. C'est quelque chose que je fais un petit clin d'œil à mon ami Kendall Tong, qui est juste là, le chairman de l'IMO, Energy Efficiency Management Office. L'IMO publie
un rapport d'observatoire d'énergie à Maurice tous les ans. Le dernier date de 2018. Il y a beaucoup plus d'informations. Mais donc aujourd'hui, je pense pouvoir dire à peu près de mémoire qu'on est dans la génération bagasse, pour la prod élec, on doit être autour de ces 14-15%. Et on tend, avec ces chiffres, à se dire qu'on devrait facilement être, si on se donne les moyens, d'être à 20% pour vraiment avoir une bonne base bagasse déjà. Après, on verrait les différents types de biomasse dispo, quoi. Mais c'est à peu près les ratios qu'on a et vous retrouverez ça, sachant que dans la projection de la demande, parce qu'il faut aussi équilibrer cela par rapport à la demande, les autorités publiques gardent et maintiennent une croissance de la demande de l'ordre de 2 à 3% par an. Il y a très peu de stratégies de réduction de la demande, je pense qu'on peut le dire, à l'île Maurice. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on en parlera juste après, mais donc si on met en perspective les parts gigawattheure biomasse, la demande en 2025-2030, elle est prévue autour de 3000 gigawattheure, 3500 gigawattheure. Voilà. On est à 2800, 3500. Voilà. Ouais, donc pour finir, on mise beaucoup sur ce Biomass Framework. C'est un cadre qui viendrait rémunérer les différents types de biomasse correctement. Parce qu'il est clair qu'avec la bagasse et l'appareil uniquement, on n'arrivera pas aux objectifs. Du reste, comme je disais, nous, on fait environ une dizaine de gigawattheures à l'appareil en Terra General, Théo, et ça ne montera pas beaucoup plus puisque la rémunération est prohibitive. Pareillement, du côté de Beauvallon, qui a planté jusqu'ici 150 hectares d'eucalyptus, il n'y a plus de. La plantation s'est arrêtée puisque, vu qu'il n'y a pas de rémunération pour brûler de l'eucalyptus dans les chaudières, personne ne brûle l'eucalyptus, donc ça s'arrête là. Donc, c'est impératif que ce Biomass Framework arrive très 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 rapidement, et de 1 pour atteindre les objectifs d'énergie verte, et de 2 pour rendre l'industrie carnière soutenable, parce que comme Jean-Michel l'a dit, une île Maurice sans canne, c'est quand même catastrophique sur plusieurs niveaux. Voilà, merci. Merci Grégory. On peut quand même juste l'applaudir pour son intervention, aussi que Jean-Michel. C'était vraiment l'état des lieux sur la partie filière biomasse centrée bagasse. Je pense que le constat est assez orienté dans le sens meilleure rémunération, mise en place d'un biomass framework. Moi, je me souviens pour avoir participé à ce que vous avez vu dans le tableau qui s'appelait Nodalis Consultation, donc avoir participé dans ces consultations. Nodalis étant un cabinet de conseil, recruté dans le cadre de l'étude bioélectricité nationale financée par l'AFD pour le compte du ministère de l'Énergie. Il y avait une phrase qu'il avait dite au mois de juin durant le workshop, c'est si il n'y a pas une bonne rémunération de la bagasse, c'est l'effondrement. Il avait dit, je crois qu'il était intervenu en anglais, le collapse, donc l'effondrement total de la bioélectricité à Maurice. Donc, rémunération de la bagasse, si on n'a pas ça, on a un effondrement de la bioélectricité à Maurice, en se disant qu'à moyen long terme, il faudra attendre beaucoup de temps avant qu'il y ait des réinvestissements majeurs dans la production d'énergie via la biomasse. Et après, je l'avais un peu titillé, je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais est-ce que ça va plus loin que juste effondrement de la bioélectricité ? Et il a répondu, en fait, ça va jusqu'à l'effondrement de la stratégie d'énergie renouvelable 2040. Voilà. Ça, c'était juste pour vous démontrer l'interconnexion, rémunération bagasse, effondrement de la bioélectricité, effondrement des 40% en 2030, ce qui me permet d'interagir avec nos amis, et donc commencer par l'éolien, une énergie renouvelable variable jusqu'à présent. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Olivier, sur enjeux et perspectives, et effectivement, s'il y aurait un message à passer, que moi je rédigerais dans une note au ministère, quel serait ce message ? Merci Michael, bonjour à tous. Pour l'opportunité qui nous est donnée de vous parler de notre filière, l'éolien. On l'a vu quelque peu dans les slides qu'a présenté Cyril, l'éolien commence à prendre une part prépondérante dans le mix énergétique, et il a un rôle important à jouer à Maurice. Pour commencer, si on peut passer sur la prochaine slide, j'ai mis quelques mots, parce que les mots des fois parlent plus que des chiffres. J'ai cité des gens un peu connus quand même sur cette planète, l'IFC, filiale de la Banque mondiale, l'IAE, dont on a déjà parlé. Et puis, l'exemple britannique, Boris Johnson, c'est une île. Il a quand même été capable de dire, il y a très peu de temps, que l'offshore éolien alimenterait l'ensemble des foyers d'Angleterre. Donc,
Comme vous le voyez, l'éolien répond à une problématique de transition énergétique partout, dans diverses géographies. L'Afrique peut trouver une grande partie de son approvisionnement aussi dans l'éolien, à côté d'autres énergies, bien sûr. Nous, on est tout à fait convaincus qu'il y a un mix à construire autour, bien sûr, des autres énergies vertes, dont la biomasse, le solaire, l'éolien, un jour peut-être d'autres énergies qui ne sont pas encore matures. Le deuxième slide, c'est pour vous projeter un peu, c'est le contexte mauricien. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui déjà? On a fait des choses. On a construit le parc éolien de Plaine des Roches, que vous connaissez certainement dans le paysage du pays. On a 9 MW de puissance installée. Et malheureusement, le pays en est un peu resté là aujourd'hui. Il aurait dû y avoir une autre ferme qui aurait dû voir le jour depuis de nombreuses années déjà à Plaine-Sophie, avec à peu près 30 MW. Pour diverses raisons dont je ne m'étalerai pas aujourd'hui, ce parc ne s'est pas fait, ne se fera très probablement jamais. Mais ce que je voulais vous montrer par ces images, et quand même quelques chiffres, c'est qu'on jouit à Maurice d'un potentiel très important. L'éolien se décline pour moi dans 2 filières, et notamment ici à Maurice, l'éolien onshore, donc avec des éoliennes classiques posées à terre, comme à Plaine des Roches. On étudie le secteur depuis plus de 10 ans, ça fait 12 ans qu'on est présent à Maurice, et le potentiel est important. On peut très facilement, j'ai mis 150 MW, si on veut aller beaucoup plus loin, on pourrait, mais j'ai considéré qu'à ce stade, 150 MW était déjà un chiffre ambitieux, mais tout à fait réaliste, surtout eu égard aux très grandes économies qui ont été faites dans le coût de cette énergie depuis de nombreuses années et qui fait aujourd'hui d'elle une des énergies les plus compétitives. J'ai voulu aussi ouvrir une parenthèse parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, même si ce n'est pas prêt aujourd'hui, c'est l'offshore. L'offshore, nous, dans notre groupe, on est multi-énergie, mais on est très tourné vers les énergies marines. Et on a mis, et c'est une image de synthèse de ce qui existera chez nous dans 2 ans à peu près, c'est un premier parc éolien offshore flottant en Méditerranée. Ce sera une 30aine de mégawatts. C'est un projet qui n'est pas encore totalement à taille industrielle parce qu'on a des coûts qui ne sont pas amortis suffisamment quand on ne fait que 30 mégawatts. Les parcs de grande envergure qu'on envisage, c'est plutôt des centaines de mégawatts et c'est là que les grandes économies d'échelle se trouveront. Mais la technologie est là, il y a encore des validations à faire, mais ça ouvre des perspectives extrêmement importantes. Et Maurice a un énorme potentiel de par son espace marin et l'excellent gisement éolien qui existe ici, à terre en certains sites bien choisis, bien sûr. Donc, dans l'éolien, il faut extrêmement bien choisir ses sites. Un peu à la différence du solaire, il faut faire des études un peu plus poussées, donc c'est un petit peu plus ardu, mais néanmoins, aujourd'hui, on a une très bonne idée des projets et on développe plusieurs projets. En offshore, c'est encore un peu plus compliqué, un peu plus cher, mais on ne peut pas ne pas en parler. Donc ça rentrera dans la feuille de route en laquelle on croit fortement pour l'île Maurice. On peut passer au dernier slide. Donc, puisqu'on nous donne aujourd'hui la parole, et merci encore pour ça, d'essayer de passer des messages, on va essayer de vous donner de l'horizon court terme, moyen terme et long terme, selon nous. Le court terme, j'ai noté qu'il y aurait un Climate Change Bill qui serait présenté au Parlement très, très prochainement. Donc c'est, je pense, un des actes fondateurs de la transition énergétique à Maurice. On espère beaucoup aussi y voir des objectifs clairs sur les réductions d'émissions de CO2. Or, ces réductions d'émissions de CO2, elles seront principalement, si on veut les faire de façon massive, soit dans la production d'énergie, soit dans le transport. Ce sont quand même les 2 postes les plus lourds dans les émissions de CO2 de Maurice. Donc, espérons qu'on pourra s'appuyer sur ce Climate Change Bill pour confirmer et pousser les objectifs des énergies renouvelables un peu plus loin. Le deuxième chiffre, deuxième ligne, c'est relancer des tenders. Ce tender, donc pour la ferme de Plaine-Sophie, aujourd'hui on peut considérer mort et enterré. On a pris du retard par rapport à la feuille de route. Selon nous, il est important, urgent, de donner une dynamique au secteur et de relancer un tender. J'ai mis 60 MW parce que ça nous paraît être aujourd'hui la bonne taille pour rattraper le retard accumulé. Et aussi avoir des projets dont les coûts permettront d'être vraiment très compétitifs, ce qui est quand même le nerf de la guerre.
Donc nous espérons bien sûr que nous pourrons avoir un tender éolien au début de l'année 2021. Bien évidemment, il y a une roadmap, on l'a déjà vu, dit, cette roadmap elle a été faite il y a un certain temps, et le monde des énergies renouvelables a changé radicalement, et on pense qu'il faut la revoir assez rapidement. Et on s'est permis aujourd'hui, en toute humilité, de mettre quelques chiffres pour se projeter dans un avenir 20 ans, et qui nous paraissent tout à fait réalistes. Comme vous le voyez, sur l'onshore, on considère que si on rattrape le retard avec 60 MW de plus, on sera donc à 70 MW en 2023. Et après, il faudrait, pour maintenir une dynamique, continuer à intéresser bien sûr aussi les fabricants au marché mauricien, développer une filière avec des compétences, c'est faire à peu près 30 MW tous les 3 ans, pour arriver progressivement à un plateau, on verra si c'est possible, vers 2040 avec 200 MW. L'offshore, je l'ai aussi déjà dit à pas mal de monde, en flottant, puisque l'offshore posé à Maurice, on ne pourra pas, c'est trop profond, les mers, il ne faudra certainement pas attendre à moins de 15 ans avant d'avoir une réalisation à Maurice, pour que justement ces grands parcs en Europe, au Japon, voient le jour et que ces économies d'échelle puissent bénéficier au marché mauricien. Et je me suis permis aussi une petite digression, parce que quand on parle de transition énergétique, il y a des nouveaux médias d'énergie, et vous l'avez peut-être entendu, l'Europe s'est engagée dans un grand plan pour développer massivement l'hydrogène, qui est un moyen de se substituer à certains combustibles, si bien sûr cet hydrogène est produit à partir d'énergies renouvelables exclusivement. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'hydrogène est surtout obtenu à partir de craquage de produits pétroliers et n'est absolument pas vert. C'est surtout un produit utilisé par l'industrie. Nous, demain, on est convaincus, on a une filière hydrogène dans notre groupe, c'est qu'il va falloir produire massivement de l'hydrogène pour décarboner notamment le transport routier. Il existe déjà des véhicules, ils sont encore très chers, mais il existe, mais aussi le transport aérien. Là aussi, Airbus, vous l'avez certainement entendu, a dit qu'ils allaient travailler très dur pour développer un avion à l'hydrogène. Le secteur aérien a subi une crise sans précédent ces derniers mois et a compris que sa survie dépendait de sa capacité à se décarboner. Donc on est convaincu que même à Maurice, si on veut continuer à avoir des touristes, il faudra qu'il y ait des avions qui puissent atterrir, refaire le plein, et il faudra développer une production locale d'hydrogène. Et on peut la faire notamment avec développement massif des énergies renouvelables, du solaire en grande puissance, de l'éolien, de la biomasse aussi. Mais l'éolien offshore est naturellement né pour générer ces grands besoins d'hydrogène dont le pays aura certainement besoin pour arriver un jour, à terme, à 100% d'énergie renouvelable et avoir décarboné son économie. Alors peut-être en 2050, j'ai lancé une date, on peut tous faire des projections plus ou moins optimistes, mais personnellement, je peux y croire. En tout cas, beaucoup de pays commencent à prendre des engagements vers le net zero emission. Donc si cette idée peut être prise au vol par le ministre et les autorités, et on est tout à fait disposé à essayer d'apporter notre expérience et notre savoir-faire pour démontrer que c'est tout à fait faisable. Voilà. Ouais. Merci Olivier, merci aussi pour l'état des lieux. Donc je retiens surtout le mot retard et sur la digression que j'ai voulu stopper mais que j'ai pas pu. Mais j'espère qu'on en reparlera quand on parlera tout à l'heure de transport. Justement en parlant de transport, ça me rappelle quand vous avez invité, on vous partageait que Sid Sharma serait avec nous tout à l'heure, serait avec nous, mais il ne pouvait pas venir jusqu'à là. Il m'a dit qu'il y a un empêchement personnel, donc il s'excuse, le CEO de Rosehill Transport, et Sid Sharma est au niveau du conseil d'administration de Business Mauritius, le référent de ce qui se passe dans la transition énergétique. Donc ce qui est discuté ici remonte effectivement jusqu'au conseil d'administration à travers notre référent Sid Sharma, CEO de Rosehill Transport. De même pour Patricia Buisson de la PDG de Total qui était annoncée mais qui a été retenue par d'autres obligations. Du coup, quand j'ai dit rapide, je me suis autorisé de répartir le temps qu'il y avait pour les autres, mais quand même, il faut garder un peu de temps pour parler de solaire, qui est très très important, solaire photovoltaïque. On vous a sélectionné parce que vous avez été longtemps avec nous dans les clubs énergie pour parler de ces filières, et donc ça me semblait légitime que vous étiez là, numéro 1, 2, 3, et donc pour le 4, de vous entendre vous.
et aussi Prakash pour la partie solaire énergie, Prakash Ramia de Lille Énergie, puisque Prakash est représentant aussi sur le conseil d'administration de l'association des manufacturiers mauriciens, de ce comité solaire à l'AMM. Prakash, Oui. à toi. Bonjour à mes amis solaristes qui sont dans la salle, je vous salue et je te remercie pour nous avoir invités. Bon, nous, quand Justement, même, il y a le CEO de l'AMM qui arrive au bon moment. Voilà. Voilà. Bonjour, salut Bonjour Bruno. Et pour vous dire que les solaristes, nous, comme on est communément appelé, on existe depuis 2012, depuis qu'il a commencé à faire du photovoltaïque à Maurice. Et on était les pionniers, les collaborateurs attitrés de la CEB, qui était l'institution qui donnait les projets. Et entre nous, on a quand même complété, je crois, entre 7 à 10 mégawatts de projets. À l'époque où le prix au kilowatt était à 150 roupies. Aujourd'hui, c'est arrivé à 40 roupies. Mais si vous voyez le volume, le flux de projets qu'on a, ça a drastiquement baissé. Mais c'est un peu dommage, l'engouement est là. À chaque fois qu'il y a des demandes, des appels à projets, et il y a beaucoup, le quantum de demande est le double de ce qui est attribué. Mais nous pensons que le solaire photovoltaïque a fait ses preuves. Quand même, les pionniers se sont auto-formés à travers leurs prestataires de services ou leurs livreurs de solutions. On a fait plein de choses, on a donné des solutions qui sont durables, on fait l'after-sales service vis-à-vis de nos clients et on a faim, on a besoin de projets et pour nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est très important d'y réfléchir, surtout en cette journée mondiale de l'énergie. Pensez-y, je ne suis pas un prophète de malheur, si le Covid-19 aurait perduré plusieurs mois ou presque une année, comment aurions-nous fait pour tourner nos usines, nos hôpitaux, nos industries et garder toutes nos activités en marche? Donc, pour nous, on a fait nos preuves, on est là, on est en train de servir les autorités, la CEB, on a fait des installations connectées au réseau. Ce slide-là dit tout. Pour nous, nous pensons que l'énergie est locale, le solaire est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? À faire plusieurs types de projets sur toiture, sur les bâtis, sur les parkings et la mobilité, comme tu as si bien dit. Nous, on est là, on est prêt à collaborer. Il suffit qu'on nous donne notre chance. On a fait nos preuves, mes collaborateurs dans la salle, eux aussi. Et ils attendent qu'est-ce que les autorités, comme si nous, pionniers qui a démarché, qui a commencé depuis 2012, quel est le retour pour nous? On ne vient pas nous dire qu'aujourd'hui, non, ce sera d'autres entités qui feront des projets. Quand nous avons fait nos preuves, on a fait des projets qui sont durables. Donc, nous avons fait. Il nous faut des projets pour pouvoir continuer à faire tourner nos entreprises. Et c'est très important, et surtout que tout projet qui a été fait, je ne connais pas beaucoup de clients qui viennent dire que ça ne marche pas, l'énergie solaire, ça c'est profitable dans la durée. Aujourd'hui, à 40 000 roupies ou moins sur le volume, c'est beaucoup plus profitable encore. Les banques sont là pour suivre. Il y a plusieurs types de financements qui sont là. Il suffit qu'on nous donne les opportunités. Donc, si tu me demandes l'avenir, pour nous, l'avenir en dépendra beaucoup de ce que les autorités en pensent. Et nous sommes prêts à nous engager. Et on l'a fait, on le fera, et on est prêt à faire encore plusieurs années ensemble. Si tu as des questions. Merci. Prakash de Lille Énergie, de ce comité effectivement qu'on a baptisé comité solariste au niveau de l'AMM. Mais tu as bien dit, c'est la journée mondiale de l'énergie. Vous dites, on a faim. Est-ce qu'il y a au-delà de l'avenir où on est totalement tributaire de ce que pourrait décider le gouvernement,
sur ces filières locales où on entend souvent formation, création d'emplois, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement un danger de se dire que ces emplois non délocalisables en local, justement, sont aussi en danger Oui, si tu veux... Pardon, parce qu'on n'a pas assez de ce qu'on appelle le SSDG, hein, le Small Scale Distributed Generation, ou le MSDG, le Medium Scale, le résidentiel, pour le tertiaire et l'industriel. Donc, il n'y a plus de... Allez, je ne sais pas si on a les dates en tête, mais quoi, 18 mois peut-être? Plus depuis presque 18 mois maintenant, on a fait pas des d'appel. IOI, pas de PMI, ou si ça sort à contre-goutte. Et comment un client même, s'il commence à faire un projet 18 mois de cela, quand il aura son PMI, s'il a eu son financement, s'il a toujours son financement, comment est-ce qu'il implémente? Et puis l'engouement, parce que tu ne demandes pas aujourd'hui, en 2020, un projet qui traîne pendant plusieurs mois. Il faut que, au maximum, 3 mois, un projet est implémenté. Et nous, je crois, tous les solaristes, aujourd'hui, nous arrivons à garder un peu de stock aussi pour pouvoir servir nos clients. Mais c'est qu'on n'a pas de visibilité, on ne peut pas, même quand tu parles des emplois, nous-mêmes, on a auto-formé nos ingénieurs, nos techniciens. À l'époque, nous représentions à peu près 200 plus de personnes. Aujourd'hui, nous sommes réduits à 100, et ça continue même, mais à quoi ça sert aujourd'hui quand tu as d'autres entités qui viennent commencer à repromouvoir l'énergie solaire pour refaire la conscientisation, pour refaire la formation? Ben, qui c'est qui va croire dans cette filière? L'important, c'est qu'il faut garder les gens qui sont là, les gens qui sont en train de servir la filière, les gens, l'industrie. Il faut les garder et maintenir l'emploi de tout un chacun. Et Merci. donc, sinon, tout le monde optera sur la solution hors du grid. Et là, ben, ce sera ça l'avenir. Hein. Et ça aussi, le prix a substantiellement baissé. Il y a des solutions qui sont durables et qui sont là pour les gens qui sont intéressés. Donc, forte nécessité d'avoir cette visibilité économique. C'est vrai que moi, je crois que je rappelais ça hier dans un rendez-vous au ministère de l'Environnement, c'est au-delà d'avoir la visibilité sur les 40% en 2030, on n'a aucune visibilité de planification économique pour nos opérateurs. On sait qu'il faut attendre 40%, on sait qu'il faut à peu près 35 milliards d'investissements en roupies pour atteindre ce plan-là, donc 35 milliards, il faut arriver à les planifier, sauf qu'on ne sait pas du tout comment le faire. Donc manque de visibilité, donc difficile pour nous de maintenir des filières et de structurer à la fois l'emploi et la formation, ces emplois qualifiés au niveau de l'île Maurice. Ce que j'avais prévu, avant de passer la parole à Lorena, c'est d'abord de ressolliciter notre contact en visio, si tout se passe bien, par rapport à le syndicat des énergies renouvelables en France avec Cyril Carabaud, qui, ayant entendu un petit peu ces différentes appréciations par rapport à nos filières, s'il pouvait après nous partager un petit peu comment le syndicat fait au niveau France, dans des interactions avec EDF, avec l'ADEME, avec le ministère de l'Énergie, qui pourrait nous inspirer et nous aider à mieux structurer nos demandes, mieux structurer nos requêtes, et éventuellement aussi avoir davantage de réponses au niveau des autorités. Alors juste avant que Cyril réponde, s'il a bien entendu ma question, et si, contrairement à la première vidéo, les choses peuvent mieux fonctionner maintenant, je suis censé lancer une toute petite vidéo, c'est la toute dernière qui a été faite par le syndicat des énergies renouvelables, et qui dit les ENR, c'est le bon sens. Donc vous jouez sur le mot de la bonne direction et le bon sens au sens intellectuel du terme.
Cyril, ce type d'action, justement, comment on pourrait, nous, davantage s'en inspirer pour interagir sur Maurice avec les autorités et le syndicat, justement, je crois que tu voulais nous parler d'une démonstration que vous avez faite sur l'impact des ENR sur l'économie. Et je te donne 5 petites minutes. Merci Cyril. Oui, Michael, merci. Je ne sais pas si tout fonctionne au niveau technique. C'est très bien. Il y a juste les vidéos qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, mais la visio, c'est très bien. D'accord, vous m'entendez bien ? Allez. D'accord, parfait. Donc, si on avait, j'allais dire, si on avait la solution miracle, on ne serait pas là devant vous, hein, on serait peut-être en train de jouer au tennis ou autre. Pour faire un petit retour sur cette vidéo, on a, en tout cas en France métropolitaine pour l'instant, une cristallisation d'opposition de la part des concitoyens, de nos concitoyens, qui irriguent le discours politique, qui font en sorte que malgré des objectifs très ambitieux qui ont été entérinés dans la loi et un décret sorti en plein confinement en France au mois d'avril qui place la France sur le podium des marchés renouvelables où il fait bon investir, on se rend compte qu'on a régulièrement des à-coups, des croche-pattes, des attaques. Et c'est le cas en ce moment avec des discussions sur une potentielle rétroactivité sur des tarifs d'achat pour le solaire pré-2010 qui enverrait un signal catastrophique qui mettrait en danger un certain nombre de projets, enverrait un signal catastrophique aux investisseurs et au secteur bancaire, hein, c'est revenir sur la parole de l'État. Donc on a une vision qui est potentiellement positive, inscrite dans la loi, mais on se rend compte que sur le terrain, c'est très compliqué de pouvoir atteindre ces objectifs. Et qu'on a sur l'éolien des oppositions locales qui se cristallisent, qui remontent au niveau des régions. Régions, ça percole au niveau de nos députés et au plus haut sommet du gouvernement, puisque même le chef de l'État, dans un discours il y a quelques mois, a non pas mis en cause, mais a posé la question du développement de l'éolien terrestre en France, éolien qui est un des 3 piliers de la transition énergétique française. Donc opposition locale sur un autre secteur bioénergie qui est la méthanisation et biogaz, on a également des difficultés. Sur le solaire, des à-coups réglementaires. D'où cette campagne de communication à destination du grand public. C'est une des premières fois qu'on s'adresse au grand public. Nous, notre rôle historique, c'est de parler aux parlementaires, aux élus locaux, régionaux et aux ministères. Mais on s'est rendu compte, dans un contexte où la voix de nos concitoyens est de plus en plus pris en compte. On a eu l'épisode des Gilets jaunes, des systèmes de grève qui se sont enchaînés. On s'est rendu compte qu'il fallait, en parallèle de notre action historique envers les pouvoirs publics, également mieux informer, mieux sensibiliser nos concitoyens pour que la volonté de se tourner massivement vers le renouvelable, inscrite dans la loi, puisse se traduire en réalité et qu'ils se rendent compte des avantages intrinsèques de ces renouvelables à différents niveaux. Ce qu'on a essayé de faire également, c'est d'apporter la preuve, et ça vous le verrez dans les slides, d'apporter la preuve que le renouvelable rapporte plus à l'économie qu'il ne coûte. On a réalisé pendant 1 an, avec l'aide de EY, une étude sur la contribution des énergies renouvelables à l'économie nationale et au territoire, qui démontre que là vous avez les slides, mais
Ce qui serait intéressant, c'est de passer directement sur le slide par euro investi, qui démontre que pour 1 euro investi, on a x2, voire x3 à certains horizons, en retour sur investissement. Et ça, c'est aussi pour contrer les attaques régulières qu'on a pu, nous, soit dans les discours avec les pouvoirs publics, quand vous rencontrez un député, un ministre, etc., soit au travers d'articles de journaux téléguidés ou pas, les attaques sur le coût des renouvelables. Le renouvelable, c'est cher, le renouvelable, ça grève le budget de l'État, le renouvelable, ça ne crée pas d'emploi, le renouvelable, ça ne crée pas d'industrie, tout ce qui est installé, l'éolien, les panneaux solaires, ça vient en dehors du territoire français. Et donc, derrière, on a voulu, par cette étude qui a duré 1 an, qui a demandé des moyens humains et financiers non négligeables, apporter la preuve que le renouvelable crée de la valeur ajoutée au niveau des territoires, non seulement nationalement, mais aussi localement, et que des communes ont pu, grâce aux renouvelables, grâce à la fiscalité, grâce aux emplois directs et indirects créés. L'IRENA a fait des études sur l'emploi en lien avec le renouvelable, l'ADEME également, qui est un de nos partenaires, Michael, qui est un de nos partenaires. On travaille sur justement ces emplois, des problèmes un peu plus techniques comme le reporting et éolien, etc. C'est des alliés, on s'entend plutôt bien avec l'aide Belgique, de montrer que derrière ces renouvelables peuvent permettre à certains territoires de revivre, de créer des infrastructures. On a des exemples concrets de villes, de villages qui, grâce à l'installation d'un parc éolien... Alors ça coupe un tout petit peu, Cyril, donc ce que je te propose, c'est de continuer nous ici le temps que ça se stabilise à ton niveau ou à notre niveau. Mais l'essentiel était effectivement pour nous d'avoir, dans le cadre d'avoir dans cette cours d'intervention, c'était effectivement cette étude que tu nous avais présentée durant la préparation de l'événement et qu'on se disait, et je pense ne pas dévoiler un grand secret là, c'est que le syndicat des énergies renouvelables se portait volontaire pour nous accompagner éventuellement dans une étude un peu similaire d'impact économique, en fait, filière par filière, dans un dialogue, on va dire, institutionnel entre Business Mauritius et le SER. Et Cyril, qui s'occupe aussi des relations internationales, ça a été coupé, mais il disait Alliance solaire internationale, puisque le SER gère le secrétariat de l'Alliance solaire internationale aussi. Donc il y avait déjà un démarrage de consensus pour qu'on puisse travailler ce type d'éléments, à la fois en communication vers l'État, communication vers le consommateur, citoyen, mais avoir donc ce type de rendu qui pourrait être transposé à l'échelle de Maurice. C'est surtout ça que je voulais avoir avec Cyril. Désolé, ça avait coupé un tout petit peu, donc le temps ça stabilise. Je me permets de repasser sur le sujet ici, dans la salle, sur le sujet maîtrise de la demande en énergie. Il nous reste 2 petites interventions, je vous rassure, ceux qui sont avec nous dans la salle. C'est Lorena et Grégory, si tu peux laisser ta place à Mniche qui va nous rejoindre maintenant, Mniche de Rosil Transport. Ça laisse à Lorena qui récupère le micro, de Canopy Engineering, de pouvoir nous parler Ok, on a parlé des énergies renouvelables. Je disais tout à l'heure que la croissance de la demande en maîtrise de l'énergie est, enfin moi à mon sens, pas pris en compte dans les stratégies de développement. Et au contraire, on se dit plus 2, plus 3% par an. Je pense que le bâtiment... Avant de parler de l'industrie, mais le bâtiment a un vrai secteur où on pourrait avoir une transition énergétique accélérée. Effectivement, Michael, je pense que quand on parle de croissance dans la demande, c'est important aussi de développer des stratégies pour réduire sa consommation. Parce que c'est bien beau de produire de l'électricité, de produire des énergies renouvelables, etc. Mais revenir à la base, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra faire en parallèle, en fait, des énergies renouvelables. Donc juste comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai préparé une petite slide pour vous montrer que c'est quelque chose de facilement
que tout le monde peut faire chez soi, en fait. Nous, techniciens, si vous voulez, après, on pourra discuter de la technique, mais là, ce n'est pas le but. Nous, techniciens du bâtiment, on sait que, par exemple, 60% des apports énergétiques thermiques dans un bâtiment passent par la toiture. Donc aujourd'hui, à Maurice, on est dans un climat tropical humide et notre but principal, c'est de se protéger du soleil, d'avoir moins chaud à l'intérieur du logement. Et donc quand on sait que 60% des apports énergétiques se fait par la toiture, c'est un non-sens pour moi de ne pas imposer l'isolation de la toiture de tous les bâtiments, par exemple. Donc tout à l'heure, tu parlais de messages à passer au ministre. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que moi, j'ai pensé à une action concrète. C'est pourquoi ne pas imposer cette isolation dans tous les bâtiments neufs. C'est quelque chose qui ne coûte pas vraiment cher, qui peut se faire après coup. C'est pas parce que tout le monde va me dire non, mais moi, j'ai déjà construit ma maison, je n'ai pas mis d'isolation. Mais en fait, ça peut se faire après coup. Une toiture tôle peut s'isoler après coup, profiter de refaire l'étanchéité de sa dalle béton pour incorporer une isolation. En fait, c'est des petits gestes qui permettent de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Donc, tout à l'heure, je parlais de 60% qui rentrent par la toiture. Il y a 20 à 30% qui rentrent par les parois verticales, les murs, la ventilation naturelle, qui est quelque chose de très intéressant. Je peux vous dire que refaire toute l'isolation d'une maison, ça coûte beaucoup moins cher que toute votre facture d'électricité si vous climatisez votre bunker en béton 365 jours sur l'année. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que disait Prakash tout à l'heure, si je veux construire un bunker climatisé à flic en flac toute l'année, il n'y a rien dans la réglementation qui m'en empêche. J'ai le droit de le faire. Par contre, si je veux construire une maison bien ventilée avec un système électrique solaire hybride, CEB et PV, eh ben, je suis dans l'illégalité. Donc il y a bien un problème. On a besoin de se poser ces bonnes questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette déclaration. On avait prévu de parler un peu plus en détail de l'efficacité énergétique, mais comme disait Lorena, la partie technique, on peut très bien la voir autour du petit temps de collation cocktail qu'on vous a prévu juste après. On vous a laissé aussi quelques brochures si vous voulez entrer dans le détail de l'efficacité énergétique industrielle. On voulait vraiment davantage être focalisé aujourd'hui sur le renouvelable, mais on s'est dit qu'on ne peut pas laisser passer le message sur la demande. Il faut absolument travailler sur cette demande et la réduire, que ce soit dans la construction, mais aussi dans les procédés industrie tertiaire. Donc vous retrouverez des éléments bonnes pratiques là, aussi à la sortie. On a Emnish avec nous, qui voulait juste nous donner un débrief sur la mobilité électrique, qui est aussi une partie importante de cette transition énergétique, qu'elle soit électrique, qu'elle soit dite mobilité douce, mobilité hydrogène, je pense pour faire écho avec ce que disait Olivier. Mais en tout cas, l'électrique, pour ceux qui étaient là en décembre l'année dernière, on avait fait un tour dans le bus électrique de Rosil Transport, un tour dans Eben, là, et on était déjà assez surpris de cette décision et cette volonté du groupe Rosil Transport d'aller de l'avant à Maurice, avec deux bus, si je ne me trompe pas. Et très rapidement, Emnish s'est proposé de nous donner quelques retours d'expérience chiffrés du groupe. If you want to speak in English, you can speak in English, even in Creole. Et bonjour à tous. Et aujourd'hui, je représente la compagnie de Rosé Transport. Je suis actuellement workshop engineer chez Rosé Transport à partir de décembre 2019. Et Rosé Transport a fait acquis deux bus électriques en juin 2019. Et actuellement, les deux bus électriques ont une capacité de 136 kW et l'autre à 202 kW. Et maintenant, à travers les différents projets qu'on a chez Rosé Transport, on veut plus passer le message fort, haut et fort pour d'autres compagnies aussi. Pourquoi pas établir des projets comme Eben Car Park. On a fait le Eben Shuttle pour les bus électriques et on a aussi le Mocha Shuttle qu'on a fait le bus électrique aussi très prochainement. Et c'est aussi l'occasion pour faire passer le message
aux compagnies de transport où ils doivent aller plus vers l'électrique, vers le bus électrique. Parce que de nos jours, quand on voyage à Eben ou à Port-Louis, les bus font énormément de fumée de nos jours. Et moi, c'est simple, essayez de prendre le bus électrique à partir de maintenant. Merci beaucoup. On avait quand même voulu... merci Yamlichin, mais si on peut juste avoir la fameuse slide avec les chiffres, parce que du coup je crois que j'étais perturbé avec ma question au sens large, mais ces fameux résultats qui est, au-delà du fait qu'on en avait déjà parlé ici même, je crois en décembre, que ce n'était pas aussi simple sur le cadre réglementaire déjà de faire rentrer ces deux bus, on avait réussi. Ce n'était pas aussi simple non plus sur le cadre réglementaire d'avoir un raccordement réseau CEB. Alors je tiens à signaler que c'est 100% électrique, mais ce n'est pas exactement 100% solaire. Il y a une contribution solaire sur le réseau électrique, puisque vous avez une installation de... Alors c'est là que... On a une installation de 13,6 kW chez nous actuellement, à Rosy Transport à Rosil. Et pendant 8 mois, les derniers 8 mois, on a fait un profit de 385 000 roupies environ, et à travers du bus électrique comparé avec le diesel. C'est des trajets Rosil pour lui. Voilà. Donc on voit bien, merci Amnish pour ce témoignage. Si vous voulez récupérer les données, on n'hésitera pas à les mettre à disposition sur le site web après, mais l'idée était vraiment de bien démontrer à la fois l'élan de vouloir démontrer et être pionnier en la matière, malgré un cadre réglementaire pas forcément évident pour un Rosy Transport qui a dû vraiment travailler avec la NTA, etc., pour faire entrer les véhicules, enfin les bus électriques, pardon. Et donc on voit qu'il y a un gain au-delà de simplement avoir la bonne volonté de le faire. Et on considère aussi, nous, au niveau de Business Mauritius, pour traiter cette thématique mobilité, de continuer à travailler avec le ministère de l'Énergie, qui avait mis en place un 10 Years Master Plan sur la mobilité électrique et notamment sur les véhicules électriques précisément. Le fameux 10 Years Master Plan a été finalisé il y a presque un an, un tout petit peu plus d'un an maintenant. Et donc, on aimerait pouvoir entrer dans la phase d'implémentation de cette... on va dire roadmap pour une meilleure pénétration des véhicules électriques à l'île Maurice et un cadre qui soit davantage propice, à la fois réglementaire, incitatif. Je ne sais pas si au niveau du groupe Lille, tout aussi concessionnaire, vous auriez aimé dire un petit mot là-dessus? Oui, merci Michael. En parlant de la mobilité électrique, sachez que pendant qu'on n'avait pas grand-chose à faire, on a dû se réinventer. Tout comme certains de mes amis solaristes a trouvé d'autres solutions, d'autres options, comment pour faire tourner notre entreprise. Et nous, Lille Énergie, on est venu sur le marché avec des véhicules électriques utilitaires. Sans compter que le groupe Lille a déjà plusieurs marques de véhicules électriques qui commencent à prendre son ampleur petit à petit. Mais quand même, nous pensons beaucoup plus dans l'écosystème vert. On est venu avec la mobilité électrique utilitaire. Aujourd'hui, et je crois que mon ami de Rosy Transport a essayé de faire passer le message, et ça coûte. Ça coûte parce que dans le véhicule électrique, c'est la batterie. La batterie qui coûte le plus cher. Et la batterie, aujourd'hui, on demande des autonomies au-delà de 200 kW pour pouvoir faire le tour 2 ou 3 fois ou 4 fois le parcours. Et nous, dans les véhicules utilitaires, nous sommes dans le même paramètre en 200 km, nous, même 300 km d'autonomie, et avec des batteries qui ont des durées de vie jusqu'à 500 000 km. Donc, sachez, 500 000 km dans un petit état insulaire comme l'île Maurice, on oublie l'aspect essence, diesel, tout ça. Mais tout ça, initialement, ça coûte. Mais quand même, nous aussi, on a fait l'effort, on a amené le véhicule électrique. Nous pensons qu'on a fait un travail qu'on va plus tard partager à travers notre association aussi. Il y a la possibilité d'avoir l'énergie solaire pour alimenter ces véhicules-là,
il n'y a pas lieu d'avoir des grosses installations. Chacun peut avoir son kit de 5 kW. Celui qui achète un véhicule électrique, il peut bien avoir automatiquement un kit de 5 kW pour alimenter son véhicule et il aura même un surplus qu'il puisse revendre sur le réseau. Et en faisant cela, ça lui permet de réduire son coût en dessous de 2 roupies le kilomètre. Donc, c'est du concret, c'est du possible. On est en train de le faire, on est en train de proposer ça à nos clients. Mais je pense que la mobilité électrique, ça a une grande part dans notre écosystème vert parce qu'il n'y a pas que les autobus qui polluent, il y a toute cette flotte de véhicules des sociétés, des entreprises, du privé qui sont là en train de polluer aussi. Ouais. Merci pour ce témoignage, bien sûr. Je peux ajouter quelque chose, que le cost par kilomètre pour les SLF et les high châssis, les semi-low floor et les high châssis, c'est à 16 roupies, actuellement, c'est à 18 roupies par kilomètre, et les bus électriques, c'est à 4 roupies par kilomètre. Si vous voulez encore plus d'informations sur ce retour d'expérience, n'hésitez pas à contacter MNIF juste après. Moi, je pense que je ne peux pas terminer ce sujet mobilité électrique sans poser une question justement à Cyril. J'espère que la connexion est bonne et que ça passe. C'est ce qu'a fait Olivier dans sa digression tout à l'heure en nous parlant d'hydrogène, d'un autre vecteur de l'énergie. Je pense que Cyril, il y a tout ce plan hydrogène à la fois qui a été rappelé dans le plan européen, mais aussi au niveau de France. Moi, d'après mes derniers cours, avant de finir mon parcours d'ingénieur, on m'a simplement dit que si on a de l'eau et une source d'énergie, on peut faire de l'hydrogène. A priori, on pourrait avoir les deux. Et Maurice, en plus, pourrait faire de l'hydrogène verte. Alors, je ne sais pas si Cyril pourrait nous dire quelques mots sur ce vecteur de l'énergie. Est-ce que le syndicat s'en intéresse? Est-ce qu'il y a un plan de développement autour de cela? Ou est-ce qu'on pourrait envisager une filière, et je regarde aussi mes amis industriels dans la salle, une filière hydrogène à l'île Maurice? Alors, sur l'hydrogène, on vient de se saisir du sujet, tout simplement parce qu'il y a quelques milliards qui ont été débloqués, ou en tout cas qui seront débloqués au niveau français sur cette filière, qu'on a des entreprises qui se positionnent sur la production d'hydrogène vert, notamment sur les territoires insulaires, parce que l'économie est là, enfin l'économie en termes de compétitivité ou en tout cas de débouchés. Alors, c'est peut-être pas pour demain, mais pour pouvoir complémenter ou compenser la variabilité du renouvelable, l'hydrogène est une solution idéale. Et l'hydrogène vert, je précise bien, donc à partir de renouvelables, et s'inscrit complètement dans cette vision de décarbonation totale et d'autonomie énergétique. Moi, je réitère qu'il y a des études, notamment réalisées par l'ADEME, qui ont drivé nos programmations pluriannuelles de l'énergie sur nos territoires insulaires, qui montrent qu'une autonomie énergétique, à partir des qualités intrinsèques que les différents intervenants ont souligné aujourd'hui, entre les bioénergies, la bagasse, l'éolien terrestre, l'éolien offshore, le solaire, la méthanisation, l'hydrogène, du stockage. Il est possible d'avoir ce 100% renouvelable. Il faut juste derrière qu'il y ait une volonté des acteurs de pouvoir le faire et des paliers de transition. Donc l'hydrogène, oui, peut-être pas pour demain, peut-être pour après-demain, mais il faut commencer à travailler comme on a pu le faire sur d'autres technologies, stockage, solaire, afin de faire baisser les coûts et qu'on arrive à des solutions qui soient compétitives et que derrière ça puisse être adopté, ou en tout cas dans le radar des gouvernements. Donc oui, hydrogène vert, et oui, doublement oui, ça fait sens, notamment pour les territoires insulaires qui ont des coûts de production d'électricité relativement élevés.
Et donc, avant de vous passer peut-être dans la salle, si vous avez des questions, juste pour synthétiser un peu ce que moi, du coup, je vais devoir faire entre 22h tout à l'heure et le petit matin, essayer de condenser un tout petit peu le propos, et pour pouvoir formuler ça comme on dit, Sid Sharma disait, on pourrait très bien avoir comme une position paper qu'on remettrait à différents ministères, mais aussi à différents partenaires internationaux qui sont engagés à l'île Maurice sur cette dynamique de transition énergétique. Et je pense qu'au-delà du cadre réglementaire sur la mobilité, on a un vrai sujet de l'hydrogène comme un vecteur de l'énergie autre, et qui permettrait à la fois au transport, mais je pense beaucoup aussi à l'industrie, le secteur industriel de Maurice, d'avoir du coup un autre vecteur pour pouvoir garantir sa compétitivité et de baisser ses coûts de production. Et je pense que là, on a un vrai sujet de filière à créer, contrairement à celles qui sont existantes et qui, synthétiquement, on me dit on est en retard, on a faim, il faut plus de réglementation, plus d'incitation et une bonne rémunération pour la partie biomasse. Je pense qu'on a un bon message à passer aussi sur des filières innovantes telles que l'hydrogène dans notre document vers le ministère. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient intervenir? On est à 17h et j'ai une intervention. Je crois que j'ai un deuxième micro quelque part. Oui, merci. Voilà, donc, juste se présenter et succinctement faire le commentaire ou la question. Oui, juste un petit complément sur l'hydrogène. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un bateau qui s'appelle Race for Water, donc c'est facile d'aller voir ça sur Internet, qui est en train de finir son deuxième tour du monde et qui est actionné par uniquement par deux sources d'énergie. Une, c'est une voile, sous forme de kite, on reparlera du kite certainement à Maurice bientôt, et une autre, c'est les panneaux solaires. Et il a deux formes de stockage. Une, c'est 8 tonnes de batterie Lyon lithium, et puis c'est 3 réservoirs de 300 litres d'hydrogène. Avec les batteries, le bateau peut fonctionner pendant à peu près une journée et demie, et avec l'hydrogène, il fonctionne pendant une semaine. Donc le bateau va venir en cale sèche, ils vont enlever le lithium, ils vont enlever les batteries, et ils vont mettre que de l'hydrogène. C'est tout ça pour dire que ce bateau, c'est comme une île. Il est en train de finir son deuxième tour du monde, il ne marche uniquement avec des énergies renouvelables et du stockage, et il va faire uniquement du stockage d'hydrogène. Voilà. Et j'espère qu'il passera bientôt à Maurice. Donc retenez ce nom, Race for Water, et voilà. Merci. En attendant qu'il arrive ici. Merci pour la belle histoire. Est-ce que vous avez d'autres points de commentaire ou d'intervention? Oui. Thomas, comme tout le monde. Oui, bonjour. Très succinctement. Oui, Thomas Krimmel de la GIZ, de la coopération allemande. Juste un mot de caution pour le hydrogène. Hydrogène, c'est un grand mot pour les énergies renouvelables en Europe, mais c'est important surtout pas pour les voitures ou pour les besoins d'une île comme Maurice. C'est pour les bateaux, les grands bateaux, Vacaccio par exemple, ou les avions. Et là, bien sûr, le potentiel éolien ici, ça pourrait vraiment être un fournisseur pour ces énergies-là. Mais l'énergie qu'on a besoin de ici sur l'île, l'électricité, là, il nous faut avancer avec les énergies renouvelables, et le lien, c'est le stockage parmi les batteries lithium-ion. Parce que pour hydrogène, il faut avoir 5 fois l'énergie utilisable en comparaison avec l'énergie directement utilisée. Et avec les distances qu'on a ici, même avec une petite voiture, ça nous suffit avec les batteries. L'élément qui n'est pas encore mentionné dans cette discussion-là, c'est la combinaison entre la mobilité électrique et le stockage pour les énergies renouvelables. Et ça va être un lien important que, pour l'instant, le ministère ignore. Ils sont responsables pour l'électricité, ils sont responsables aussi pour la mobilité électrique, mais ils ne voient pas que pour eux, c'est une compétition. Bien sûr, si on laisse ça, tout le monde rentre le soir et injecte dans le réseau, bien sûr, c'est un problème. S'il y a des smart solutions pour ça, pour encourager les gens seulement de chercher
leur voiture électrique pendant les heures creuses ou pendant les heures où il y a beaucoup d'énergie solaire ou du vent. Là, il n'y a plus de problème. Et deuxième phase, ça serait vraiment d'utiliser les batteries des voitures électriques pour alimenter les maisons et même le réseau. Et ça va avoir tellement un bénéfice pour Maurice. C'est ce qu'il faut développer. C'est pour ça qu'il faut voir les deux ensemble. Merci. Merci pour cette précision. Hop, il y a monsieur Irfan derrière. Jacques Ramby pour le magazine L'Éco Austral. En fait, j'ai une petite question aux représentants d'Alteo à propos de la bagasse. Donc, on a bien compris que l'avenir de la filière dépend de sa rémunération. Comment on va faire en fait pour mieux la rémunérer alors que la filière est en difficulté, comme on le sait? Et parallèlement, une autre question qui concerne aussi la canne, puisque au moment où nous parlons, on voit des fumées partout. Alors c'est un petit peu naïf parce que je ne connais pas du tout les productions. Mais pourquoi cette paille brûle-t-elle dans les champs et pourquoi pas dans les chaudières, tout simplement? Moi, commencer par la deuxième qui est plus simple à répondre. Déjà, les feux qu'on voit, enfin, les feux de canne, déjà, c'est pas légal. Donc, voilà. Et puis, la première question par rapport à la sustainability de la filière canne à Maurice. Donc en 2017, le prix du sucre s'est écrasé. On avait des prix préférentiels avec l'Europe, donc aujourd'hui on est sur un marché mondial. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est une rémunération pour la bagasse comme un combustible vert. Jusqu'à présent, la bagasse n'est pas rémunérée comme un combustible. Elle est envoyée dans les centrales gratuitement et fait de l'électricité extrêmement bon marché pour la CEB et pour l'île Maurice. Ça fait 20 ans qu'on produit comme ça. Et il y a 20 ans, la bagasse était considérée comme un waste. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle a une valeur calorifique et qu'elle permet de produire 70% des énergies renouvelables sur l'île. Il faut, je crois, la comparer à d'autres énergies fossiles en termes de valeur calorifique et la rémunérer en tant que combustible vert. Si demain l'industrie cannière disparaissait, ce serait 300 gigawattheures d'énergie verte qui disparaîtraient. Elle serait remplacée par de l'huile lourde, du charbon. Du charbon, je pense pas trop, puisque les centrales existantes qui brûlent bagasse charbon ont des licences, des EIA pour brûler bagasse charbon. Donc, le passer à 100% charbon, elles auraient à refaire le EIA. Il y a un précédent qui est le projet City Power 100% charbon que le peuple mauricien a rejeté. Je ne vois mal une centrale 100% charbon avoir les permis pour opérer aujourd'hui. Et puis, je crois que le gouvernement mauricien n'a pas pris clairement, le gouvernement demande à réduire la consommation de charbon. Les groupes comme Alteo, Albioma ne veulent pas faire plus de charbon. Donc clairement, une centrale bagasse charbon ne ferait pas 100% charbon. Donc l'énergie bagasse, si elle disparaissait, serait faite à partir de l'huile lourde. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, si pour faire de cette énergie, si l'énergie bagasse disparaissait, il faudrait payer tant pour faire l'énergie avec de l'huile lourde ou d'autres énergies fossiles. Donc rémunérer cette bagasse comme il se doit. Et ça aidera énormément la filière canne parce que ça représente une bonne rémunération quand même.
Et puis pour revenir sur la paille, en fait, on produit actuellement donc une dizaine de gigawattheures avec la paille par année. Mais en fait, ça nécessite des investissements lourds et actuellement, on produit cette électricité à base de paille à perte, hein, puisque le CEB nous achète la paille à un prix moindre que le charbon, alors que bien sûr, c'est un coût beaucoup plus élevé, hein. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnel, il y a des investissements lourds, bêleurs, etc. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de paille qui reste dans les champs actuellement. Avant de passer la parole à Irfan, qui veut aussi intervenir pour une question, un commentaire, de rappeler aussi que c'est une source renouvelable dans notre mix, qui est une source d'énergie de base, contrairement à tout ce qu'on a pu avoir sur le solaire ou l'éolien, énergie intermittente. Là, on a vraiment une source renouvelable et de base. Vas-y. Pour ceux qui s'occupent de la régie, c'est à l'extrême gauche, droite pour vous, peut-être à la régie. Mais bon, voilà, c'est l'autre. Voilà, parfait. Vas-y. Merci, Michael. Et je suis Irfan, je fais partie de l'association Solaris. Donc ma première question, est-ce qu'il y aurait quelqu'un du CEB ou quelqu'un... Tu peux rapprocher un peu le micro. Quelqu'un du CEB ou du ministère des Énergies qui est là, dans cette salle? À ma connaissance, visuellement, non, parce que j'ai fait un scanning. Voilà. Donc, et pour répondre à ta question sous-entendue, au-delà du ministre, nous avons souhaité inviter des personnes du ministère et aussi du CEB, le chairman, le nouveau general manager et d'autres représentants, sans même intervenir, hein, juste pour nous écouter et nous entendre. C'était la requête faite. Donc ils nous entendent, c'est ça? Ils pourront réécouter, ils vont regarder, le YouTube, exactement. Mais on les avait conviés à venir en présence. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses. Hein. Donc si on est en train de parler de transition énergétique et qu'il n'y a pas d'alignement entre les autorités ou le gouvernement et le secteur privé, donc c'est pas de bon augure. Donc c'est pour ça qu'on parle de transition ou des énergies renouvelables depuis 2010 et on aurait aimé voir un peu par rapport à nos objectifs de 2025 ou 35 et 40 où on en était par rapport à ça. Et si on est, je crois comprendre qu'on est très loin de l'objectif. Et qu'est-ce qu'on fait pour rattraper cet objectif? Et au moins, est-ce qu'on est accountable de ce qu'on dit et ce qu'on fait? Donc il y a une déconnexion totale. C'est vraiment désolant de le dire. Donc nous, Mauriciens, on parle beaucoup et puis on fait peu. Donc c'est dommage. 10 ans de travail, comme Prakash a dit, donc on est là, on est dans le secteur, mais on ne voit rien venir. Il y a un vrai risque d'effondrement. Tout à l'heure, je parlais de ce mot-là. C'est-à-dire, on a un objectif de transition énergétique, we commit to shift to low carbon economy. Est-ce qu'il y a un vrai risque, au-delà du risque bagasse, hein, solaire et éolien, de se dire, allez, on arrête tout parce qu'on peut plus, on n'a plus. Non, on ne va pas arrêter, mais on ne va pas rester à Maurice, c'est clair. Ah, donc on va arrêter à Maurice. On va pas dire non, on arrête à cause qu'il y a tous ces problèmes qu'on connaît, mais on va chercher ailleurs. Et ce serait dommage pour Maurice. Donc on a parlé beaucoup de cette autonomie alimentaire. Donc tout le monde parle de ça. Hein. Donc bientôt on aura besoin de parler de sécurité énergétique. Il y a plein de choses d'énergie à Maurice renouvelables. Hein. Et donc je crois qu'on a réellement le moyen, la compétence. Okay. Mais c'est dommage. Donc c'est un cri de cœur, mais bon, j'espère que les gens qui vont écouter votre YouTube, ils vont l'entendre. Ouais. Je vais retranscrire aussi le cri du cœur dans ma note, mais effectivement, on pourra regarder aussi en vidéo. Je voulais juste dire, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais quand même donner un message d'espoir. C'est rien n'est perdu. 2025, c'est dans 5 ans. Et le gap qu'il y a entre l'objectif de 35% et ce qu'on a aujourd'hui, si on s'y met vite, tous ensemble, qu'on fait ce qu'il faut, lancer des tenders, décider des schemes et qu'on va de l'avant, on peut encore tenir l'objectif de 2025. Croyez-moi, c'est possible. Mais il faut bien sûr que tout le monde soit autour de la table. Voilà. Exactement. Une volonté politique. Vas-y. Hein. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a le secteur privé qui est là, qui est disposé à donner de son temps, à donner une expertise. On a vraiment tout ce qu'il faut en termes de compétences à Maurice.
Ce qui manque maintenant, c'est la volonté politique. Pour moi, il n'y a que ce point-là qui bloque. Merci. Avant, il y avait 2 interventions, je crois, ou une, ici. Allez, je te donne la parole. Bonjour à tous, merci aux intervenants, premièrement. On a beaucoup parlé, donc, notamment l'intervention précédente, sur les objectifs de mixte des énergies, mais on n'a pas parlé de ce chiffre de, je crois, 40% à l'horizon, peut-être 2035 ou 40. 30. 30. Je ne sais pas quand il avait été choisi, mais est-ce que je pourrais avoir un retour objectif sur cet objectif, justement? Est-ce que 40%, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Est-ce qu'on aurait pu être plus ambitieux? On a pris du retard déjà sur un objectif de 40%. Comment est-ce qu'on peut-être se classe par rapport aux autres pays voilà, par rapport à cet objectif? Très bonne mise en perspective. Ce que je peux dire, c'est que le Renewable Energy Roadmap a été fixé en août 2019, avec cet objectif de 2030, 40%. Ça a été repris dans le budget voilà, qu'on a entendu en juin. Et que très certainement, nous, en tant que club, quand on se dit club de transition énergétique et qu'on échange avec un syndicat des énergies en France, on a effectivement pour perspective, au-delà de se retrouver ici, d'échanger, de discuter, là, comme ça, c'est de davantage structurer nos propres filières, d'avoir ce type de communication, ce type d'études qu'on peut du coup mener si la volonté politique ne nous aide pas à la mener, c'est cette étude-là, de se dire, au-delà de 40, Cyril Carabaud rappelait tout à l'heure, est-ce que le 100% c'est tout à fait possible, et je crois qu'il disait que l'ADEME l'a fait, elle l'a démontré en France, et donc d'avoir davantage d'ambition dans cette transition énergétique que juste le chiffre de 40%. Pour répondre au processus, enfin, la question par rapport au processus, c'est un roadmap qui a été délivré par le ministère, sans consultation, on va dire, d'avoir ce que les filières en pensent. À moins que je dise n'importe quoi là, mais en août 2019, on a vu un roadmap comme, voilà, pour la première fois. Et donc, est-ce qu'il y a une réponse filière par rapport à ça, ou est-ce que je peux solliciter et j'ai quelqu'un que j'aimerais bien faire... ouais, allez. Oui, alors moi quand j'entends... Mets-toi debout parce que je crois qu'ils auront du mal à... Si tu peux juste te mettre debout. Oui, Merci. Désolé. Oui, quand j'entends la CEB parler du renouvelable, eux, ils disent que le gros souci, c'est le réseau mauricien, qui n'est pas prêt à prendre plus de renouvelables, spécifiquement le photovoltaïque et l'éolien, les intermittents. Le réseau n'est pas assez solide. Je ne suis pas extrêmement technique. Je sais qu'il y a eu des appels d'offres qui sont sortis pour des grosses batteries dans différentes sous-stations. 18 MW ouais, de batterie. Je ne sais pas où ça en est, ça tarde peut-être, mais on peut vouloir faire beaucoup de choses dans le privé, mais si le réseau du pays est effectivement pas prêt, on n'avancera pas. Donc c'est là où il faut travailler dur et avancer. Comme on disait, je crois que le côté SSD, GEM, SDG, ça fait 18 mois qu'il n'y a rien. Le côté appel d'offres pour les grosses centrales solaires depuis 2016. Le dernier appel d'offres, ça date de 2016, donc ça fait 4 ans. Éolien, n'en parlons pas. Donc, rien ne bouge. Ok. Donc, il y a effectivement ce message-là. Nous, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de juste milieu dans la transition énergétique entre de la production centralisée, de la production décentralisée, gérer la consommation. Quand on parle de réseau, je pense qu'il y a aussi des microgrids et des smart grids qui doivent se développer pour pouvoir mieux donner de flexibilité à ce type de soucis que pourrait avoir un réseau totalement centralisé qui, du coup, nous annonce des limites de pénétration de renouvelables. Je pense qu'il y a ça à mettre en perspective, et la place, justement, aussi du consommateur dans cette transition énergétique pour avoir une transition un peu plus participative, une transition un peu plus inclusive et une démocratisation, si je peux utiliser le mot ainsi, de la production, de la consommation de l'énergie. En ce sens, avant de donner la parole du côté droit, je voudrais juste solliciter une intervention, puisqu'on a un représentant de l'Agence française de développement avec nous, Nicolas Mézel. On a toujours tendance de parler financement avec vous, de parler SUNREF, mais je pense qu'aujourd'hui, on met ça de côté.
Si j'ai une question à poser, on a ce vrai souci là, en se disant planification, en se disant mieux dialogue à améliorer entre institutions publiques et institutions privées. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à faire dans le contexte de ce qu'on a pu voir et entendre il y a quelques semaines, la signature de ce prêt de contingence avec l'État et des contreparties de ce prêt? Si tu peux être debout, ça nous aiderait. Merci. Et très rapidement. Merci. Oui, nous, à l'Agence française de développement, donc évidemment, on a octroyé un prêt de 300 millions d'euros au gouvernement mauricien. C'est un prêt de la France, en réalité, qui transite par l'AFD avec 4 piliers de coopération technique avec le ministère de la Santé, riposte Covid, avec le ministère de la Protection sociale, renforcement du système d'assistance sociale et de sécurité sociale, en prévision du tsunami social qui se prépare. Une coopération technique avec le ministère des Finances sur le verdissement de la gestion des finances publiques et donc l'intégration des enjeux de changement climatique et d'environnement au ministère des Finances. Et puis un 4e pôle d'assistance technique avec le ministère de l'Environnement pour la construction de stratégies de décarbonation et de résilience à long terme. Donc en visant un horizon 2050. Donc on va aller au-delà de l'objectif 2030 de la contribution nationale révisée là, qui fait actuellement l'objet d'un travail pour rehausser l'ambition de Maurice. On s'inscrit dans le cadre évidemment du vote du Climate Change Bill au Parlement d'ici un mois. Et on va engager un travail avec l'ensemble des ministères des secteurs les plus émetteurs. Donc on va se concentrer sur les 2-3 secteurs les plus émetteurs de Maurice. Et puis on va se concentrer sur les 2-3 secteurs qui ont les plus gros problèmes de résilience à long terme. Voilà. Et l'objectif, ce sera d'accorder les cibles de court terme avec des engagements ambitieux de long terme, en évitant le risque que des solutions qui nous permettent des gains incrémentaux à horizon 2025 ou 2030, en fait, nous bloquent après sur des technologies ou des infrastructures qui nous coûteraient très cher, mais qui en réalité, derrière, nous bloqueraient pour poursuivre les progrès. Donc c'est très important d'avoir du coup cet objectif de long terme pour être sûr qu'on est bien en route vers une économie résiliente, dans un monde à 2 degrés idéalement, mais qui se prépare aussi au cas où le monde ne serait pas un monde à 2 degrés. Donc il faut être sur des no regrets options. Et de ce point de vue-là, donc, moi, je tiens encore une fois à saluer à nouveau l'engagement de Business Mauritius et tous les membres de Business Mauritius qui font un travail assez impressionnant. Je pense que le gouvernement mauricien a beaucoup de chance en fait, d'avoir un secteur privé qui a envie de se bouger autant que le secteur privé mauricien. Et j'espère, et on va tout faire pour que le dialogue s'établisse ou se renoue à notre niveau. Ce qui pourrait être utile au niveau de Business Mauritius, on parlait tout à l'heure d'études. Je dirais que plus qu'une étude qui démontre que investir 1 roupie dans le solaire, ça rapporte 2 roupies de valeur ajoutée, je dirais que ce qui peut être convaincant pour les décideurs publics à un moment où les roupies vont se faire rares, voire très rares, ça serait de les aider à faire des arbitrages. C'est-à-dire que le raisonnement serait plutôt, si j'ai 1 roupie à investir, où est-ce qu'il est le plus rentable de l'investir? D'accord? Parce que là, on a parlé de beaucoup de solutions différentes. Mais aujourd'hui, moi, si je suis ministre des Finances, je suis perdu. Est-ce que je dois faire de l'onshore, de l'éolien onshore? Est-ce que je dois faire de l'efficacité énergétique des bâtiments? Est-ce que je dois investir dans la flotte électrique, de bus électriques? Dans quoi je dois investir? Sachant que mes roupies sont... Quand bien même, je serais sensibilisé au problème. Hein. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème d'arbitrage et de priorisation, et donc il faut qu'on travaille aussi sur ces ordres de grandeur, c'est-à-dire quels sont les problèmes de premier ordre, quels sont les problèmes de second ordre, et du coup quelles sont les solutions de premier ordre et quelles sont les solutions de second ordre. Ouais. Voilà, ça serait merci pour les quelques mots. Après, pardon, mais juste, voilà, imaginez un programme d'optimisation sur, on a évoqué la balance des paiements, qu'est-ce qui nous permet d'économiser des importations et donc d'être un peu plus résilient aux importations de fossiles, d'énergie fossile. On peut imaginer évidemment les emplois, hein, le potentiel de création d'emplois, évidemment les réductions de gaz à effet d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, voilà, on peut se fixer un certain nombre de critères et puis en fonction de ça, et un horizon, et ça sera pas, on n'aura pas le même programme selon qu'on vise à optimiser à horizon 2025 ou à horizon 2040 ou 2050. Voilà. Et en fonction de ça, là, on peut avoir quelque chose qui peut être assez convaincant, je pense, pour revenir vers le gouvernement. Très bien. Merci pour les
quelques mots flatteurs aussi à l'égard de Business Mauritius, mais je retiens surtout le fait que on a une possibilité, donc je comprends bien, dans cette assistance technique autour du prêt de contingence, d'avoir des analyses sectorielles et donc du coup aussi du dialogue sectoriel qui pourrait se structurer à travers l'accompagnement de l'AFD avec les ministères, ce que Yafan disait tout à l'heure et qui manquait, et qui nous permettrait aussi de pouvoir passer nos suggestions et nos remarques et aboutir vers une prioritisation donc, des sujets secteurs, filières, qui pourraient mieux nous aider dans la planification économique. Donc un point à retenir et à creuser aussi donc, avec l'Agence française de développement et les différentes parties prenantes qui sont ici. Est-ce que je te donne la dernière intervention? Parce que j'avais dit 17h et je vois que les gens restent et ça m'impressionne qu'on peut rester encore, hein, si vous voulez. On vous a juste prévu un petit package after work après, donc, mais si l'ambiance est bonne, moi je reste. Oui, alors je voulais juste partager une information concernant la nouvelle loi sur le changement climatique qui va être votée. Et j'invite tout le monde à aller regarder le draft, l'ébauche qui est sur le website du Parlement, National Assembly. Donc il y a des choses qui sont très bien, on a une loi. Il y a des choses qui sont très bien, on a des comités interministériels, donc on ne va plus avoir ce foutu problème d'avoir des ministères qui travaillent en silo. Donc on aura un grand comité suprême chaired par le Prime Minister avec des autres ministres. Donc il y aura donc des prises de décision. Le ministère de l'Énergie, par exemple, ne pourra pas faire comme si la sourde oreille. Il y aura donc un arbitrage. Il y aura un comité en dessous du comité interministériel qui va se rencontrer de manière beaucoup plus régulière. Par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est que sur ce comité, qui compte à peu près 30 membres, il y a 28 qui sont des représentants des ministères et services publics. Il y en a 2, un pour les ONG, un pour le secteur privé. Génial. Donc, c'est très bien que le secteur privé mauricien se bouge, soit dynamique, rempli d'idées. Mais si après, dans la chambre où se prend des décisions, on ne laisse rentrer qu'une seule personne et que cette personne ait affaire à 26 de l'État, ça va être compliqué. En plus, il n'y a personne de la communauté scientifique. Il n'y a pas un représentant du monde académique. Je trouve ça énorme. Énorme. Le changement climatique, si vous n'avez pas les scientifiques avec vous, le monsieur de l'AFD a bien parlé de l'arbitrage, c'est sur la base des données scientifiques. Evidence-based decisions, qui est le grand problème de Maurice. The opinion of the minister. Hein? Ça, c'est le grand truc, ça. Moi, je crois que... Ben non, on va voir ce que les données disent. Donc, je pense que ce serait bien que tout le monde puisse prendre connaissance. Donc, c'est bien qu'on ait une loi, c'est bien qu'on n'aura plus des ministères en silo, mais avoir un débat régulier avec les policy makers, avec des représentants, parce que la société civile, il y a des spécialistes de la biodiversité marine, de la biodiversité terrestre, du recyclage. Il faut que tout le monde soit là sur cette table. Les spécialistes du transport, les spécialistes de l'agriculture, du bâtiment, tout le monde doit être là, parce que le changement climatique, c'est une réponse transversale. Donc on ne peut pas avoir un super Michael, aussi super soit-il, et merci qu'il soit là, qui va pouvoir, à lui tout seul, passer le discours à 26 représentants de l'État. Donc je crois qu'il y a un gros problème avec cette structure législative qui se met en place. Et je ne sais pas s'il est encore possible, peut-être l'AFD, Business Mauritius, de faire comprendre à nos chers dirigeants qu'il faut avoir un vrai dialogue officiel, organisé, avec une diversité de représentants du monde, de la société civile et du secteur privé. Merci. Merci. Merci pour ce point de vue. Ce sera bien repris dans la paragraphe process de la mise en œuvre de notre plan de décarbonation, mais bien pris en compte. Je n'avais pas nouvelle de cette composition-là. On avait donné nos commentaires sur un draft bill quelques mois auparavant, mais pas dans cette version-là. Est-ce que vous m'autorisez à commencer à faire des remerciements et nous diriger gentiment vers le petit cocktail after work qu'on a prévu? J'ai pas d'objection majeure.
Même Jean-Luc a dit oui. Cyril, si tu nous entends toujours, merci beaucoup de ton humble contribution à nos travaux. Je sais que dans les préparations, je l'avais mentionné juste avant, tu souhaitais pouvoir nous accompagner sur la durée aussi. Et je crois que de ce que Nicolas de l'AFD nous a posé aussi comme perspective, il y aurait éventuellement, moi j'appelle ça du peer-to-peer review, entre un club de l'énergie ici, vous avez tous compris pourquoi on ne l'a pas appelé syndicat, et un syndicat des énergies renouvelables en France. Donc Cyril, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire en 30 secondes un petit mot avant de nous quitter et qu'on clôture. Non, ou c'est déjà... je voulais juste vous remercier aussi et puis dire qu'effectivement c'est une collaboration qui s'inscrit dans la durée et que nos actions sur nos régions qu'on appelle les régions ultramarines peuvent aussi, comme il y a des collaborations avec la Réunion, peuvent aussi nous servir mutuellement à faire avancer la cause dans nos zones non interconnectées. Donc encore merci pour l'invitation. Bon apéro, je serai présent, j'espère, la prochaine fois. Et puis bonne continuation. Super. Merci à toi et effectivement on t'accueillera avec plaisir pour l'apéro qui se veut ici un apéro non alcoolisé, puisqu'on se trouve, mine de rien, dans un bâtiment à moitié, comment dire ça, bâtiment tertiaire académique. Vous comprendrez que je ne peux pas vous servir de l'alcool ici. Donc on fera ça ultérieurement en fin d'année. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés dans la phase de mise en œuvre. Mes deux collègues, Vimal et Kelly, qui nous ont donné un sérieux coup de main, et Kelly qui vous a envoyé les invitations. Merci à tous nos intervenants filière par filière. Si vous avez quelque chose à dire dans chacune de ces filières, au lieu d'appeler un super Michael, aussi super que je sois, contactez ces personnes, ça m'aidera à pouvoir démultiplier les efforts et ils remonteront vers nous. Et comme je l'ai explicité tout à l'heure, ça remontera jusqu'au conseil d'administration de Business Mauritius, puisqu'on a notre référent absent aujourd'hui, avec toutes ses excuses, donc Sid Sharma, qui pourra reprendre cela aussi. Nous, on s'engage à pouvoir retranscrire et ramener la discussion aux autorités publiques. Je pense avoir remercié tout le monde. Est-ce que Kelly, tu voudrais juste passer ce dernier petit message? Ouais, allez. C'est un message positif qui concerne la jeunesse. Vas-y, ils attendent juste que tu parles pour qu'ils balancent à l'écran. Nous souhaitons faire des journées portes ouvertes des énergies renouvelables bientôt avec 10 écoles, dont 10 sites, notamment éoliennes, solaires PV et biomasse. Le but est de sensibiliser les jeunes de la jeune génération à focaliser sur leur carrière ou même se diriger vers le développement durable. Nous avons actuellement le projet dont nous n'avons pas de date exacte, mais avec la collaboration d'EcoSchool et de la British High Commission, nous faisons un appel à sponsors pour le projet qui arrive prochainement. Merci. Merci Kelly. Alors si on peut juste revoir ce logo de projet qu'on vous présente aujourd'hui, qui est aussi un de nos engagements dans Signature, de pouvoir avoir un impact vers la jeunesse. Et donc, on avait prévu de le faire fin mars. Je n'ai pas besoin de le dire pourquoi on ne l'a pas fait. Et là, c'est super intéressant de le faire pendant qu'on est en période de coupe. Je regarde mes amis sucriers, mais oui, si on visite une centrale aujourd'hui, il y a de la bagasse. Et donc, on essaye de voir avec EcoSchool et le ministère de l'Éducation si on peut avoir des dates à mettre dans ce petit champ de dates ici, mais au risque de le faire au premier trimestre, on ne sait pas trop encore, de 2021. Mais donc, on a déjà sécurisé un financement auprès du British High Commission, comme disait Kelly, qui est notre collègue à Business Mauritius. Elle ne s'est pas présentée, mais donc c'est notre collègue. Et donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on n'a pas pu faire et qu'on aimerait vraiment le faire. Et on souhaiterait, mis à part le fait qu'il y a des entreprises qui ont déjà dit oui, on va ouvrir nos portes, vous comprenez qu'il y a un petit sujet logistique pour déplacer
les jeunes, et c'est pas grand-chose. Sans dévoiler de grandes confidentialités, le British High Commission nous avait déjà fait un don de 100 000 roupies, et je crois qu'il nous manque entre 100 et 150 000 roupies à contribuer pour arriver à mettre en œuvre cette première édition des Journées portes ouvertes des énergies renouvelables à l'île Maurice. Sur ce, contactez Kelly, et merci à tous, merci de votre patience, merci des échanges. Je vous invite à aller justement dans le lobby d'entrée et on vous servira quelque chose. Nous tous, un sel l'idon nous nature, qui nous reste solidaire. comprend saken se valer, Nous la terre, nous la mer, de nous manger. jamais nous biser misère. Faire tout ce qui besoin pour bâtir. À nous moyer piquer pour nous l'avenir. Nourrissesse, God nous promesse. aide tout Mauricien Et n'en meilleur l'endimé. à nous mobiliser Pour mettre bonté. dans nos sociétés Créer l'opportunité pour un meilleur futur. pour génération qui peut finir. Diminuer carbone. Pour un meilleur développement, À nous comprendre changement climat. protège nos biodiversités. Bien sérieux si nous consommons local. Ensemble, en nous l'héritage naturel, God nous utilise tranquille. valorise la culture existtoire pour nos pays. À nous vine signataire. Pour un l'île